Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons parler du budget et des socialistes qui rejoignent la Macronie, des élections municipales et présidentielles, du procès de Marine Le Pen mais aussi de l'affaire Epstein, de Gaza et de l'abolition de l'esclavage le 4 février 1794. Générique. Alors, depuis lundi, nous sommes entrés dans une nouvelle période puisqu'il y avait la dernière motion de censure sur le 49.3 qui avait été utilisé pour faire passer en force le budget sur sa dernière lecture. Donc, c'était la dernière occasion non seulement de faire tomber le gouvernement Lecornu, mais aussi de faire tomber un budget qui est dangereux pour le peuple de France. Les socialistes ont donc continué sur leur stratégie depuis février 2025, où ils ont d'abord refusé de censurer le gouvernement Bayrou, et aujourd'hui, ils refusent de censurer le gouvernement Lecornu. Et donc, ils ont acté définitivement qu'ils rentraient dans une grande coalition avec les macronistes et la droite dans ce pays. Et dans cette grande coalition, comme dans toutes les démocraties, quand vous votez le budget, puisque la motion de censure était le seul moyen de s'y opposer, eh bien, de fait, ils deviennent des soutiens sans participation au gouvernement de Lecornu. Faisant cela, bien sûr, d'abord, ils cautionnent un coup de force qui est inacceptable contre la démocratie, puisque je rappelle que cela fait maintenant la 4e année consécutive que le budget passe en force avec des 49.3 et que le PS avait dit « on censurera s'il n'y a pas de gouvernement NFP, il n'y a pas de gouvernement NFP, on censurera s'il n'y a pas d'abrogation de la retraite à 64 ans, il n'y a pas d'abrogation de la retraite à 64 ans, on censurera s'il n'y a pas la taxe Zuckman, il n'y a pas la taxe Zuckman ». Et d'ailleurs, dans ce budget, on demande même moins d'efforts aux plus riches et aux multinationales que le budget de l'année dernière. Finalement, on censurera ce gouvernement s'il ne renonce pas à l'utilisation du 49.3, et le gouvernement vient de l'utiliser 3 fois pour passer en force le budget. Donc, 1, il cautionne un coup de force qui est inacceptable. 2, évidemment, il sauve Emmanuel Macron et sa politique de malheur qui devra donc continuer encore pendant 16 mois, ce qui est interminable comme fin de règne et pour le peuple de France. Et 3e chose, ils permettent donc de faire passer un budget qui est un budget extrêmement dangereux. Dans ce budget, il y a par exemple la suppression de 4000 postes de professeurs. Je le dis, mais vous vous rappelez, quand ils avaient expliqué pourquoi ils n'avaient pas censuré le gouvernement Bayrou en février 2025, ils avaient dit « parce qu'on a gagné une grande victoire, 4000 postes de professeurs ne seront pas supprimés ». Finalement, les postes de professeurs sont supprimés et ils décident quand même de ne pas censurer ce gouvernement. Dedans, il y a aussi la suppression de la prime de Noël pour 1,2 million de personnes, sur lequel le gouvernement a dit que c'était faux, mais n'a pas remis l'argent sur la prime de Noël. Le budget est toujours divisé par 2, donc il y a toujours 1,2 million de personnes qui se verront privées de cette petite aide en fin d'année qui permet ici de payer une facture d'électricité, un billet de train pour aller voir ses proches ou un petit cadeau à la famille. Il y a dedans, par exemple, des mesures racistes et xénophobes. Par exemple, on trouve dans ce budget le fait de supprimer les APL pour les étudiants non européens, donc c'est quasiment une préférence nationale qui se trouve dans ce budget, et de même une augmentation des frais de timbre multipliés par 2, voire fois 4, lorsqu'il s'agit des régularisations ou des naturalisations, qui sont des mesures qui viennent directement du programme de Jean-Marie Le Pen. On trouve aussi la suppression de l'aide pour le permis de conduire pour les apprentis à hauteur de 500 €, etc., etc. Et par exemple, dans ce budget, chose dont on a peu parlé dans les médias, et aussi acté la fin de 60 millions de consommateurs. 60 millions de consommateurs étant une association qui, depuis plusieurs années, a lancé l'alerte sur des sujets très importants, notamment sur des scandales sanitaires. Il y a eu le scandale des toxines qui se trouvaient dans les couches pour bébés, mais aussi dans les tampons hygiéniques. Ils ont révélé récemment les poupées à caractère pédocriminel sur la plateforme Chine. Bref, cette association qui faisait un travail d'intérêt général et de lanceur d'alerte va tout simplement disparaître avec ce budget puisqu'ils n'auront plus l'argent pour le faire. Donc nous, évidemment, ce n'est pas parce que le Parti socialiste refuse de censurer que nous allons nous en arrêter là. Et donc, avec des membres du groupe écologiste, mais aussi des membres du groupe GDR, communiste et ultramarin, nous avons ce jeudi décidé de saisir le Conseil constitutionnel pour essayer de faire censurer le maximum de mesures et ainsi protéger le peuple de France d'un budget qui risque de plonger le pays dans une récession, notamment en faisant s'effondrer la consommation populaire. Je rappelle que c'est un budget encore pire que celui sur lequel Barnier avait tombé, et c'est un budget qui compte
35 milliards de coupes budgétaires. C'est donc un carnage absolu. Et je le dis d'autant plus que pour la première fois depuis 49 ans dans ce pays, le Premier ministre a lui-même attaqué des mesures devant le Conseil constitutionnel de son propre budget. Et évidemment, il n'a pas attaqué ni la suppression des APL pour les étudiants étrangers, ni l'augmentation des frais de timbre où on fait les poches aux gens pour payer les cadeaux faits aux plus riches et aux multinationales. Les 3 seules mesures qu'il a attaquées sont les mesures qui permettent de taxer un tout petit peu plus les riches et encore un tout petit peu plus, toujours moins que l'année dernière, ce qui est évidemment une honte dans une république sociale comme la nôtre. Et là où le Parti socialiste porte une responsabilité immense, c'est non seulement qu'ils vont faire souffrir le pays, mais en plus de cela, nous sommes déjà dans une situation avec un bilan qui est désastreux de plus de 8 ans de politique d'Emmanuel Macron, puisque cette semaine sont sortis 2 rapports qui sont édifiants. Le premier, c'est un baromètre sorti par l'UNICEF sur les droits de l'enfant en France, dont les chiffres sont absolument catastrophiques. On est sur une explosion de la pauvreté infantile dans ce pays, avec un enfant sur 5 qui arrive le ventre vide à l'école. Et le deuxième rapport qui a été rendu, c'est le rapport annuel de la Fondation pour le logement des défavorisés, qui montre que nous avons atteint des chiffres jamais vus depuis 30 ans dans ce pays, avec 1 million de personnes qui se retrouvent sans domicile personnel, mais en tout 15 millions de personnes qui sont touchées par la crise du logement, avec des logements insalubres, avec des logements de fortune, des logements dangereux, des logements trop chers, bref. Donc 15 millions de personnes et 350 000 personnes qui se retrouvent sans domicile fixe. Et ce chiffre, à lui seul, aurait dû faire la une de tous les journaux, devrait occuper toutes les discussions journalistiques, politiques dans cet hémicycle. Il se trouve qu'en France, ce que révèle la Fondation pour le logement des défavorisés, en France, dans la 7e puissance économique au monde, dans le 7e pays le plus riche au monde, non seulement 912 personnes sont mortes de la rue, mais 38 enfants sont morts de la rue, dont 31 avaient moins de 4 ans. 31 enfants de moins de 4 ans sont morts de la rue en France en 2024. Et nous le savons, toutes les mesures qui ont été prises par la Macronie vont encore aggraver ce bilan. Et nous sommes d'autant plus inquiets de voir qu'il y a déjà eu un record historique d'expulsions l'année dernière et que bientôt va arriver la fin de la trêve hivernale qui, elle aussi, risque de voir un nombre d'expulsions encore exploser, ce qui est une honte absolue dans ce pays. Je rappelle qu'il y a 3 millions de logements vacants dans ce pays et que nous réclamons toujours que la loi puisse s'appliquer, puisque la loi de réquisition qui a été mise en place dans l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, doit être appliquée pour pouvoir faire en sorte de réquisitionner des logements qui sont vides depuis longtemps et qui permettraient à chacun d'avoir un toit, car un toit, c'est un droit. Donc, rien que tout cela aurait dû conduire à ce que le Parti socialiste censure, mais on l'a bien compris, le Parti socialiste ne censure pas, non seulement parce qu'ils ont changé d'alliance et donc sont maintenant alliés avec les macronistes, après s'être présentés devant vous en vous expliquant qu'ils étaient d'accord avec le programme du NFP, avant cela du programme de la NUPES, pour ensuite le jeter par la fenêtre et le jeter à la poubelle. Mais en plus de cela, ils avaient promis qu'eux agiraient pour être en rupture avec la politique d'Emmanuel Macron, ce qui était la première phrase sur ce qui était dans le programme du nouveau Front populaire. Et les voilà donc à sauver non seulement le gouvernement Lecornu, mais à sauver Macron et la politique macroniste. Alors, on a compris, bien sûr, pourquoi ils font ça. C'est pas leur grande victoire où ils ont obtenu 3 miettes qui peut être démontée en 2 secondes. Non, le Parti socialiste fait cela parce que Lecornu a menacé directement. Si une motion de censure passe, alors il y aura dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, la seule raison pour laquelle le Parti socialiste ne vote pas la censure, c'est qu'ils ont peur des élections. Et ne leur en déplaise, il y a une élection à laquelle ils ne pourront pas échapper. C'est celle des 15 et 22 mars prochains, avec l'élection municipale. Puisque maintenant, nous sommes dans un moment de grande coalition, eh bien, évidemment, l'élection municipale prend un sens nouveau. Évidemment, c'est le moment où on veut inventer à l'échelle de la commune le monde que nous voulons voir advenir avec notre programme qui doit être mis en place de rupture sur beaucoup de choses qui amélioreront la vie des habitantes et des habitants. Mais dans ce sens-là, et dans ce contexte-là, à 1 an des présidentielles, c'est aussi le moment de commencer à débarrasser le pays de la Macronie et de ses alliés et de ses complices, notamment la droite et le Parti socialiste, pour enfin tourner la page d'une politique de malheur dont plus personne ne veut dans le pays. Et je vais vous dire, heureusement que la France insoumise, non seulement fait des meetings qui sont impressionnants en termes de nombre partout dans le pays pour mobiliser autour de cette élection, mais heureusement que nous avons fait le travail pour faire inscrire les gens sur les listes électorales.
parce qu'il y a 11 millions de personnes dans ce pays qui ont le droit de vote, mais qui sont non inscrits ou mal inscrits, et que nous sommes les seuls à faire campagne sur cette question. Je rappelle qu'avant 2016, l'État faisait des campagnes nationales d'inscription sur les listes électorales et que désormais, il le refuse. Et donc, c'est nous qui faisons porte après porte ces inscriptions sur les listes électorales. Et à chaque fois qu'une personne est inscrite sur les listes électorales, elle est inscrite pour la prochaine échéance, les élections municipales, mais aussi pour celles qui suivent derrière, notamment les élections présidentielles. Et c'est notre honneur de défendre la citoyenneté politique de chacun et de chacune dans ce pays, parce que bien évidemment que le pouvoir en place n'a aucune envie que ceux qu'ils ont précarisés, ceux qu'ils ont appauvris pendant des années et des années, viennent les sanctionner dans les urnes. Et donc maintenant, puisque la date d'inscription sur les listes électorales est passée ce vendredi à minuit, eh bien maintenant, il s'agit de faire en sorte de faire connaître les dates de l'élection municipale partout, les 15 et 22 mars. Et n'oubliez pas, pour celles et ceux qui seraient absents, de faire absolument des procurations pour pouvoir vous exprimer le jour du vote. Alors l'autre actualité, eh bien, c'est le procès de Marine Le Pen qui occupe l'ensemble des médias avec donc l'appel qui a été fait par Marine Le Pen sur la première condamnation qu'elle a eue en première instance avec d'autres, vous savez, donc dans cette affaire, parce qu'on ne parle jamais du fond de l'affaire, donc je le rappelle quand même, dans lequel Marine Le Pen et ses amis sont accusés d'avoir organisé un système de détournement de fonds publics à hauteur de plus de 4 millions d'euros d'argent public avec des emplois fictifs où là, on ne parle même pas de la différence qu'il y aurait entre le travail parlementaire et le travail politique, mais là, on parle d'emplois fictifs tels que, par exemple, vous avez Julien Audoul qui, 4 mois après son embauche normalement au Parlement européen, écrit un mail pour demander si, après 4 mois, il pouvait rencontrer l'eurodéputé pour lequel il était censé travailler. Donc, vous voyez que c'est de l'emploi fictif quand même haut niveau. Alors, du coup, il y a eu cette semaine les réquisitions du parquet. Donc, ce qui est demandé, c'est pas directement ce qui va être appliqué, les juges décideront ensuite, mais les réquisitions du parquet qui demandent là aussi des peines de prison et d'inéligibilité contre Marine Le Pen, qui sont assez similaires à ce qui avait été fait en première instance et qui posent la question de savoir si Marine Le Pen pourra se présenter aux élections présidentielles. Alors, la première des choses que je voulais dire, c'est que les dirigeants du Rassemblement national sont définitivement des hypocrites. Je rappelle que les mêmes qui se réjouissaient, appelaient à ce que la justice ne soit plus laxiste dans ce pays, qui se sont réjouis quand, par exemple, des jeunes, suite au meurtre de Naël, suite aux révoltes des quartiers populaires, qui ont pris de la prison ferme pour le vol d'une canette de Red Bull, eh bien, se réjouissaient de ce jugement, sont les mêmes qui viennent maintenant pleurer sur le jugement que eux auraient, ou d'un coup, ils trouveraient que la justice serait trop ferme contre eux, alors que cela a été bien prouvé, ce sont eux, à ce moment, qui sont les délinquants. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que Marine Le Pen, quelle que soit la peine qu'elle aura, inéligible ou non, nous sommes prêts à battre l'extrême droite dans les urnes. Parce que c'est de cela dont il s'agit pour 2027, c'est de faire en sorte d'aller tellement nombreux et nombreuses aux urnes que nous puissions définitivement battre l'extrême droite qui montre tous ses dangers dans le monde. Et je le dis d'autant plus que plutôt que de parler à tout va de l'affaire de Marine Le Pen où ils pleurent à chaudes larmes sur le fait que parce qu'ils ont détourné de l'argent public, ils se retrouvent devant un tribunal, eh bien les médias feraient bien de parler des révélations de l'affaire Epstein, dans lequel se trouvent justement des questions sur le financement du Rassemblement national. Vous savez, l'affaire Epstein, c'est ces révélations qui ont été forcées, où Trump a été forcé de dévoiler 3 millions de documents qui viennent d'être révélés en début de semaine, 3 millions de documents sur toute une partie de l'affaire dans laquelle il y a des victimes qui ont osé parler, mais aussi beaucoup de victimes qui n'ont pas encore osé parler et auxquelles nous pensons. Et donc avec une affaire de pédocriminalité qui est absolument sordide, une affaire de traite d'êtres humains dans laquelle paraissent de grands noms sur lesquels il n'est pas question qu'il y ait une impunité pour la suite. Et nous avons demandé par la voix de Daniel Obono que la justice puisse se saisir sur cette question, mais nous avons aussi demandé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour aider d'autres victimes à parler et évidemment pour démêler tout ce qui se passe sur l'affaire Epstein au niveau français, puisqu'il se trouve qu'il passait beaucoup de temps en France, qu'il avait y compris des complices en France, et que donc il est important que l'Assemblée nationale contribue elle aussi à ces révélations qui sont des révélations d'une immense ampleur. Je le dis d'autant plus qu'il est très, très, très étonnant de voir qu'en France, contrairement à d'autres pays dans le monde où ces affaires et ces documents qui ont été révélés font la une de tous les journaux, nous, il n'y a pas eu une seule une
dans aucun journal sur cette question. Il n'y a eu que Le Monde le 2 février, dont le titre de l'article était « Le poison de l'affaire Epstein se répand ». Non, le poison, ce ne sont pas les révélations. Le poison, ce sont les réseaux qui sont révélés, les réseaux qui ont fait des trafics d'êtres humains, qui ont fait de la pédocriminalité à une échelle absolument incroyable. Et donc, la question qui est posée, c'est celle de l'impunité. Je le dis d'autant plus que la rapporteure spéciale de l'ONU sur la question des crimes faits aux enfants et aux femmes dit le traitement de l'affaire Epstein, qui sera fait à la fois judiciaire et politique, sera un traitement qui sera déterminant pour l'avenir et ça créera un précédent. Donc nous sommes fiers d'avoir déposé une commission d'enquête, une demande de commission d'enquête et nous exigeons maintenant que l'Assemblée nationale s'en saisisse. Mais dans l'affaire Epstein, il y a un autre volet qui est cette fois-ci un volet politique. Et ce volet pose la question d'ingérence étrangère. C'est ce dont on parle notamment avec les financements du Rassemblement national. Bon, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le cercle d'Epstein, qui a rencontré notamment Louis Alliot sur les financements du Rassemblement national, dit d'eux qu'ils sont d'ailleurs complètement idiots. Et dans ces révélations, dans ces documents, il y a notamment un proche d'Epstein qui confirme qu'il est occupé à lever des fonds à la fois pour Le Pen et pour Salvini, la présidente d'extrême droite d'Italie. Donc, ces révélations, là aussi, il doit y avoir une investigation qui est faite pour comprendre s'il y a des ingérences étrangères qui se font avec, vous l'avez vu, un président états-unien qui annonce d'ores et déjà aux côtés d'autres milliardaires qu'il veut s'ingérer dans les élections présidentielles de tous les pays européens et notamment français en faveur de l'extrême droite. Donc, il est absolument scandaleux qu'un silence aussi grand s'installe autour de l'affaire Epstein. Et moi, je veux redire au nom de la France insoumise notre soutien total aux victimes qui ont d'ores et déjà parlé et surtout à celles qui n'ont pas encore osé parler, en espérant que la commission d'enquête que nous ayons demandée voit le jour et qu'elle permette à d'autres de pouvoir parler, comme la commission d'enquête que nous avons menée sur Betaram a permis à beaucoup de collectifs de victimes de se constituer, à beaucoup de personnes de pouvoir parler. Et d'ailleurs, nous avons obtenu une victoire majeure puisque Betaram va fermer. Et vous avez vu que sur la question des violences faites sur les enfants, l'UNICEF dit que 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles dans notre pays, ce qui est absolument énorme, et que l'extrême droite n'est pas très à l'aise sur cette question. Bon, sur Betaram, il n'avait absolument rien dit. Sur l'affaire Epstein, on ne les entend pas, évidemment. Et d'ailleurs, on n'entend que les insoumis, comme ça c'est plus simple. Et vous avez vu que là, en ce moment, ils sont dans une panade totale sur le maintien de Jean-Marc Morandini sur CNews. Jean-Marc Morandini qui a été définitivement condamné pour corruption de mineurs, mais qui vient d'être condamné aussi pour du harcèlement. Et Jean-Marc Morandini se retrouve toujours à la télévision française, quand par exemple un humoriste comme Merwan Benlazar se retrouve lui exclu de la télévision juste parce qu'il porte un bonnet et une barbe. Cela dit quelque chose aussi de la manière dont l'air devient irrespirable dans ce pays. Et il faut évidemment continuer de toutes nos forces sur la question des violences sexuelles faites aux enfants, qui ont souvent d'ailleurs des liens avec les violences qui sont faites contre les femmes. Et il n'y a aucune fatalité sur cette question. Il faut y mettre les moyens politiques et les moyens financiers et humains. Et nous le ferons et nous continuerons de porter ce point de programme haut et fort. Alors d'autant que, vous l'avez vu, le Rassemblement national qui ne cesse de montrer son admiration pour Trump. Je rappelle que Bardella, par exemple, expliquait qu'un vent de liberté et de fierté nationale soufflait sur toutes les démocraties occidentales grâce à Trump. Vous avez vu les mobilisations extrêmement fortes qu'il y a aux États-Unis contre l'ICE, la milice fasciste de Trump. L'ICE qui, en 3 semaines seulement, a assassiné Renée Nicole Good, cette mère de famille de 3 enfants qui essayait d'observer les violations des droits humains qui étaient faites par l'ICE et qui a été assassinée avec 2 balles à bout portant dans sa voiture par un agent de l'ICE à Minneapolis. Et 3 semaines après, c'était Alex Pretty qui, à son tour, était lui aussi exécuté. Cette fois-ci, il était à terre, maintenu par des agents de l'ICE. Lui aussi essayait d'observer ce qui se passait et de combattre les violations des droits humains qu'il en faisait. Et lui a été abattu avec 10 balles directement. Alex Pretty, qui était un infirmier de 37 ans, pendant qu'on voyait les photos d'un petit enfant de 5 ans, Liam Ramos, qui lui était arrêté sur le retour de l'école maternelle alors qu'il était avec son père, puis utilisé comme appât devant la porte de sa mère pour essayer d'arrêter aussi sa mère et qui, fort heureusement, viennent d'être libérés, mais qui doivent être libérés comme l'ensemble des enfants. Donc, Bardella, qui ne cesse de montrer son admiration pour Trump, a, lui, organisé au Parlement européen
à un sommet qui a le mérite d'être clair sur ce qu'ils veulent pour la suite, puisque ce sommet se tenait sur 2 jours au Parlement européen, avec un réseau transnational anti-IVG et anti-LGBT. Était invitée par exemple Lucy Akello, qui est députée ougandaise, qui, elle, propose la peine de mort ou la prison à vie pour les personnes LGBT. Était invité aussi José Antonio Cast, qui est le président d'extrême droite chilien, admirateur du dictateur de Pinochet et farouchement opposé à l'avortement et à la contraception, ou encore Sharon Slater, qui, elle, est une homophobe assumée, qui affirme que l'homosexualité est un trouble mental et défend les thérapies de conversion. Voilà qui est l'extrême droite, et vous n'avez qu'à voir qui est leur candidat au municipal, notamment à Carpentras, où vous avez leur candidat municipal qui a fait des centaines et des centaines de tweets racistes contre la députée et mon ami Daniel Obono pour la traiter de bonobo, contre Omar Sy et contre beaucoup d'autres avec des tweets qui sont à la fois homophobes, racistes, bref, le vrai visage de l'extrême droite. Et ils ont beau avoir des cravates, eh bien, ils n'ont pas changé. C'est toujours un danger existentiel pour des millions de gens dans ce pays et nous ferons tout pour les empêcher de prendre le pouvoir. Je continue juste en disant que, évidemment, il faut continuer à tout prix de garder les yeux sur ce qui se passe à Gaza, car le cessez-le-feu ne doit pas nous faire détourner les yeux du génocide qui continue toujours en Palestine. À Gaza, il y a eu ce week-end la frappe la plus meurtrière depuis le soi-disant cessez-le-feu, qui a déjà coûté la vie depuis l'instauration de ce cessez-le-feu à plus de 500 Palestiniens qui ont été tués, dont plus d'une centaine d'enfants. Et il y a eu encore des frappes mercredi matin qui ont de nouveau tué 21 Palestiniens. Je le rappelle parce que c'est très important. Tous ceux qui, pendant plus de 2 ans de génocide, nous ont répondu sur tous les médias que le jour où le Hamas libérait l'ensemble des otages, il n'y aurait plus de bombardement à Gaza. Il n'y a plus aucun otage aujourd'hui à Gaza et pourtant les frappes continuent. De même, ceux qui, pendant 2 ans, n'ont eu pour seule réponse, alors que nous dénoncions le bilan effroyable, dont nous savons pourtant qu'il est sous-estimé, d'au moins 71 000 morts palestiniens qui ont été tués dans le génocide par Netanyahou et son armée, qui n'ont eu pour seule réponse, ce sont les chiffres du Hamas, eh bien, ont à répondre aujourd'hui du fait que l'armée israélienne vient d'admettre que ces chiffres étaient vrais et que nous savons qu'ils sont encore sous-estimés et qu'ils continuent puisque les frappes continuent. Je rappelle qu'il n'y a pas seulement les frappes qui se trouvent à Gaza, mais aussi l'incapacité de faire entrer de l'aide humanitaire et de l'aide de reconstruction avec 1,3 million de personnes qui vivent sous des tentes et des bébés qui meurent de froid aujourd'hui à Gaza. Et il y a eu d'ailleurs Mohamed, un étudiant à Gaza, qui nous a envoyé un témoignage suite à ces frappes qui ont eu lieu à Gaza et qui ont fait 21 morts ce mercredi matin. Et il dit dans l'audio qu'il nous a envoyé, un hélicoptère Apache israélien a décollé et a effectué un raid aérien à Khan Younes. Son bruit est terrifiant. J'ai cru qu'il allait nous tuer. Le bruit de l'hélicoptère ne s'arrête jamais. Écoute, c'est un cessez-le-feu unilatéral. Israël rit au nez du monde. Voilà ce qui se passe à Gaza. Voilà pourquoi nous ne devons jamais détourner les yeux et continuer la pression. Et nous devons la continuer parce que dans le même temps, en Cisjordanie, continue la colonisation et la violence contre les Palestiniens de manière extrêmement forte. Il y a d'ailleurs 2 Françaises qui sont en ce moment même dans les geôles israéliennes pour avoir participé aux côtés d'ONG à justement regarder les violations par l'armée israélienne de la colonisation et des violences qui étaient faites contre les Palestiniens, dont nous demandons et dont nous exigeons la libération immédiate. Et il est honteux qu'aucun média français ne parle d'eux. Et il faut continuer évidemment parce qu'il y a eu aussi des frappes sur le sud Liban, parce qu'en ce moment est en train d'avancer à grands pas une proposition de loi où des députés vont à la Knesset, dans le Parlement européen, avec des pins de corde pour soutenir une proposition de loi d'extrême droite qui va très probablement aboutir dans les prochaines semaines. Proposition de loi qui vise à rendre automatique la peine de mort pour les Palestiniens et à en exclure totalement les Israéliens. Je rappelle qu'il y a 10 000 prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes et que cela veut dire qu'Israël pourra exécuter massivement des prisonniers qui se trouvent actuellement dans leur prison. Donc, évidemment, il faut continuer la pression. Et nous sommes très fiers comme Insoumis d'avoir contribué à lancer l'initiative citoyenne européenne. Initiative citoyenne européenne qui a d'ores et déjà récolté plus de 400 000 signatures. Nous devons en avoir 1 million pour forcer la Commission européenne à suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, car il est scandaleux qu'après plus de 2 ans de génocide, il n'y ait toujours
aucune sanction contre Netanyahou et son gouvernement. Et donc, pour cela, il faut continuer à faire signer. Et je suis fière de savoir que c'est depuis la France qu'on signe le plus. Donc, continuons à faire signer, continuons à faire de la pression et ne croyez pas que cette pression ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple très récent, cette fois-ci, non pas sur Israël, mais sur leur allié, les États-Unis. Nous avons appris la semaine dernière que Capgemini, groupe de conseil français, avait un contrat à hauteur de 305 millions d'euros pour aider l'ICE à traquer des étrangers et ainsi participer à cette fascisation aux États-Unis. Eh bien, la pression a été tellement forte sur eux qu'ils ont décidé de vendre leur filiale, ce qui est absolument honteux de leur part puisqu'ils vont se faire de nouveau de l'argent tout en ayant une filiale qui va, elle, continuer pour quelqu'un d'autre de faire cela. Mais cela montre quand même qu'ils ne peuvent pas soutenir la pression face à ce qui est en train de se passer. Donc, il faut continuer les mobilisations populaires qui sont les seules à même de pouvoir faire en sorte d'empêcher tout cela, notamment dans un moment où tant et tant de dirigeants dans le monde d'extrême droite sont en train de remettre en cause l'ONU et le droit international. Nous serons toujours fiers d'être du côté de la paix et justement du renforcement de ce droit international. Et ensuite, 2 dernières informations. Une pour la semaine prochaine, puisque ce mardi prochain à 16h, nous ferons un colloque contre la loi du plomb à la veille de l'examen de la pétition qui avait récolté 2,4 millions de signatures contre la réintroduction de l'acétamipride. Eh bien, nous aurons donc un débat à l'Assemblée nationale et un peu avant, nous aurons des intervenants avec Aurélie Trouvé. Nous organisons ce colloque. Il y aura une conclusion de Jean-Luc Mélenchon. Il est encore possible de s'inscrire, donc vous pouvez vous inscrire et vous pouvez donc venir assister à ce moment qui sera un moment notamment avec beaucoup de scientifiques, pour réexpliquer que nous n'accepterons plus une société qui fait primer le profit sur la santé, ce qu'on a vu aussi sur l'histoire du lait contaminé avec 2 bébés qui sont morts, sur lequel nous avons demandé une commission d'enquête pour que l'État rende compte de ses responsabilités. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui s'est passé cette semaine, qu'on a commémoré et qui pour nous est une date extrêmement importante. C'est celle du 4 février 1794. Cela fait donc 232 ans que l'esclavage était aboli pour la première fois dans notre République. Et je rappelle que l'abolition de l'esclavage n'a jamais été concédée. Elle a été gagnée par la lutte des esclaves eux-mêmes et que je suis fière que ce soit l'insoumis Jean-Hugues Ratenon qui ait proposé que cette date soit un jour férié pour commémorer cette lutte des esclaves contre le pire de l'humanité et que ce soit l'insoumis, cette fois-ci au Parlement européen, Younous Omarjee, qui ait fait, lui, adopter par le Parlement européen le fait que l'esclavage est un crime contre l'humanité, ce qui fait rentrer le mouvement insoumis dans la longue histoire de notre pays et qui rappelle que l'insoumission est un choix sans cesse renouvelé contre l'asservissement d'un par d'autres et contre les chaînes qui enserrent l'espèce humaine, lutte qui continue sous d'autres formes encore aujourd'hui. Et c'est aussi pour moi l'occasion de rappeler que la France a une dette immense envers Haïti, à l'époque Saint-Domingue, qui ont permis justement cette première abolition de l'esclavage, puisque la première abolition de l'esclavage était une abolition de l'esclavage universaliste, alors que la deuxième abolition de l'esclavage en France a, elle, demandé à ce qu'on indemnise les maîtres, ce qui est une aberration absolue. Et lorsque Saint-Domingue est devenue la première république noire indépendante le 1er janvier 1802, eh bien, après cette indépendance, la France a imposé à cette première république noire dans le monde, a imposé une dette colossale à hauteur de 150 millions de francs, ce qui veut dire que la dette haïtienne, selon le New York Times, lui a coûté, puisqu'il y avait une double dette, la dette plus les intérêts, 525 millions d'euros. Et le New York Times estime que cette dette haïtienne a coûté en perte de croissance économique à Haïti entre 20 et 108 milliards d'euros, ce qui explique pourquoi Haïti a été maintenu pendant des décennies et des décennies dans un cercle vicieux de la dette et est un des pays aujourd'hui parmi les plus pauvres au monde. Voilà la dette qu'a la France et nous avons là aussi fait une résolution sur cette question ainsi qu'un colloque qui avait été mené par Gabriel Catala si vous voulez le regarder. Je vous souhaite une excellente semaine et que les combats continuent.